Bonsoir à toutes et tous. Ravie de vous accueillir donc dans ce webinaire consacré ce soir à comment réussir la transformation bas carbone de l'emploi du diagnostic à l'action, alors que le 6e rapport du GIEC invite les États à transformer, à accélérer la transformation de leur économie pour réduire l'impact du changement climatique, que le ministre de la Transition écologique nous prépare une France à plus 4 degrés à l'horizon 2100, que nous avons parlé de guerre de l'eau ou de fin de l'abondance. Comment allons-nous vivre, mais surtout travailler dans les décennies à venir? Et c'est bien d'emploi qu'on souhaite vous parler avec vous ce soir. Et comment on va travailler, comment on va accompagner les mobilités professionnelles, comment on va former les compétences que nous aurons besoin dans une économie décarbonée, comment accompagner les changements au sein des entreprises, comment anticiper pour choisir et non pas faire que subir, et surtout comment rendre ces transitions justes, acceptables et attractives. Eh bien, c'est de tout cela que l'on souhaite échanger avec vous pendant 7h30 dans ce cadre de ce webinaire qui qui est à l'initiative de l'association Les Shifters. Alors, quelques mots pour présenter ces deux structures. Donc, l'association qui a été créée en 2014 et qui a pour but d'apporter un soutien bénévole au think tank, qui est notre partenaire ce soir, The Shift Project, qui œuvrent toutes les deux donc, à la décarbonation de l'économie. Et pour le Shift Project, guidé par cette exigence de la rigueur scientifique, et vous allez le découvrir juste après, qui a pour mission d'éclairer et d'influencer le débat sur la transition énergétique et comment contribuer efficacement à la sortie des énergies fossiles. Tout de suite, sans plus tarder, il y a bien sûr le programme de ce soir. Donc, ce webinaire qui est construit en deux parties. Une première partie qui va vraiment être consacrée à la présentation du rapport emploi, moteur de la transformation bas carbone, issu donc du plan de transformation de l'économie française du Shift Project, avec Yannick Salman, responsable de la partie emploi. Bonsoir Yannick. Bonsoir Delphine. Et puis, suivi donc de la présentation du rapport Transition écologique de l'emploi, un défi individuel et collectif par son autrice Noémie Martin-Pasquale, que je salue. Bonsoir Noémie, et Bonsoir. membre de l'association Les Shifters. Et puis une seconde partie qui est construite comme des regards croisés sur la transformation des emplois et des compétences. Je remercie l'ensemble de mes intervenantes et intervenants ce soir. Premièrement, pour avoir répondu positivement à notre invitation. Et puis, second, également parce qu'ils vont avoir le challenge de présenter en 5 minutes. Voilà, c'est un challenge et ils vont le réussir, on l'espère, avec brio. À l'animation, je salue mon co-animateur de ce soir. Donc, pour ma part, Delphine Drevet, membre des Shifters, et mon co-animateur, maître du temps, maître Jedi, Clément. Bonsoir. Hello. Tous les deux, on aura le privilège de regarder les questions-réponses et de tenir la montre pour que chacun respecte le temps qui lui est imparti. Chères participantes et chers participants, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions-réponses qui vous est dédié. N'hésitez pas à interagir. Chaque intervenant va prendre le temps de répondre à vos questions à la suite de sa présentation. En tout cas, elles seront compilées pour vous permettre, et on vous rapportera une réponse beaucoup plus complète lors de l'envoi du support qui sera fait à la fin de ce webinaire avec le replay, pour ceux qui n'auront pas l'occasion de nous suivre en live ce soir, et d'un questionnaire qui se veut comme une reprise de contact si vous souhaitez qu'on poursuive ces échanges dans un autre cadre. Voilà, l'intro étant faite, le programme est vaste et nous avons 1h30. Alors, on va démarrer tout de suite et je vais laisser la parole à Yannick Salman du Shift Project. Merci beaucoup Delphine. Je vais donc vous présenter le rapport du Shift Project sur le rôle de l'emploi dans la transformation bas carbone, dans le cadre de ce travail d'ampleur qui est le plan de transformation de l'économie française, dont je vais vous reparler aussi rapidement. Donc ça, c'est pour introduire, parce que ce rapport a déjà été présenté, pour
faire un rappel des conclusions de ce rapport du Shift Project sur lequel s'est basé ensuite Noémie et les shifters pour produire un rapport sur l'accompagnement des personnes par rapport à cette transformation de l'emploi. Donc, pour revenir rapidement sur le plan de transformation de l'économie française, qu'est-ce que c'est? C'est ce plan pour construire le monde d'après, l'économie du monde d'après, du Shift Project, ce qu'on s'est mis en tête au moment du démarrage de la crise sanitaire en 2020, en se disant, est-ce qu'on est capable de proposer la construction de ce monde d'après dont tout le monde parle, et un monde d'après qui nécessairement, pour nous, doit être moins carboné, et en fait suffisamment moins carboné pour respecter l'accord de Paris, l'accord climat et la limite des 2 degrés de réchauffement climatique. Un monde plus résilient, aux crises sanitaires telles qu'on venait de la vivre, mais aussi résilient aux crises en approvisionnement en énergie fossile, de plus en plus contraintes. Et vous pourrez voir nos analyses poussées sur le sujet. Et puis, troisième pilier, un monde qui est créateur d'emplois et qui réussit aussi cette transformation tout simplement bas carbone parce qu'il a anticipé la problématique de l'emploi et la problématique des compétences. Alors, comment faire? Le principal ingrédient d'un tel plan de transformation, et un plan qui est nécessaire si on veut arriver dans les temps à faire cette transformation, il nous faut ce plan, mais il nous faut un plan qui repart pour répondre à ces problématiques physiques, qui repart de l'économie comme un ensemble de flux physiques. L'économie, c'est des tonnes de matériaux qui sont transformés avec des kilowattheures d'énergie, transportés sur des kilomètres, vous m'avez compris, ce sont des unités physiques qui peuvent décrire cette économie, et y compris en termes de pilotage humain de tout cela en heures de travail humaines. Donc, repartir de cela, et concrètement, ça peut paraître théorique, si on se pose la question, par exemple, de la décarbonation du fret, du transport de marchandises, donc le fret, qu'on appelle le dernier kilomètre, jusqu'au consommateur final, on peut se dire, ah oui, la cyclo-logistique, c'est super, on pourrait avoir une économie de l'ordre d'un facteur 10 en termes d'énergie par rapport à la camionnette qui fait en général ce dernier kilomètre. Et donc, il faudrait mettre 100 millions, 200 millions, 1 milliard sur la cyclo-logistique. Non, il faut repartir des unités physiques. Combien de tonnes sont transportées sur combien de kilomètres dans les zones qui se prêtent à la cyclo-logistique? C'est évidemment pas partout. Quelle est la capacité d'emport de ces vélos? Quelle est leur vitesse? Et donc, quels sont les nombres d'heures qu'il faut pédaler pour transporter ces tonnes kilomètres dans ces zones? Et donc, combien d'emplois, combien de personnes nécessaires, avec quelles compétences? Et en amont encore, combien de vélos à produire, et potentiellement, si on fait en sorte de les produire en France, combien d'heures de travail, donc combien d'emplois? Donc, deuxième ingrédient principal, je ne vais pas tous les détailler, mais un deuxième ingrédient fondamental d'un plan pour décarboner notre économie, c'est d'avoir une vision systémique de cette économie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans un monde contraint en énergie et en arbitrage pour décarboner, et en termes d'objectifs de décarbonation, il va falloir choisir quel secteur reçoit quelle matière, quelle énergie, parce que cette matière et cette énergie seront contraints. Un exemple très concret, on parle souvent de l'hydrogène comme ayant un potentiel pour décarboner l'économie. Problème, cet hydrogène, il faut de l'électricité pour le produire, et il faut de l'électricité décarbonée pour que ce soit l'hydrogène décarboné. Or, on aura une quantité nécessairement finie d'électricité, de capacité de production électrique en 2050, ou quelle que soit la date, mais même en poussant tous les leviers d'ici 2050, on aura une certaine quantité limitée, et donc il va falloir choisir. Est-ce que, par exemple, comme dans cet exemple, on attribue, par exemple, 15 TWh de cette électricité dont on ne se sert pas par ailleurs, par exemple pour chauffer nos bâtiments, à la décarbonation de l'acier? Alors, tiens, la décarbonation, c'est de l'acier, ça paraît pas, on n'en parle pas souvent avec l'hydrogène, on parle souvent plus de l'aviation. Alors, le problème pour l'acier, c'est qu'il n'y a pas d'alternative en termes de décarbonation de l'acier, alors que l'aviation, on pourrait se dire, peut-être c'est moins nécessaire, peut-être qu'on peut voler un petit peu moins, et puis on a peut-être d'autres alternatives en termes d'usage. Si on donne tout à l'aviation et qu'on ne le donne pas à l'acier comme on l'a fait là, ça veut dire que
on ne pourra pas décarboner la production d'acier comme on le voudra. Donc, ça impactera l'automobile, ça impactera le bâtiment. Donc, il faudra faire plus d'efforts dans ces secteurs-là. Mais on pourrait se demander aussi, est-ce qu'il restera de l'hydrogène, même si on en attribue une partie à l'acier, et s'il en reste un peu, est-ce qu'on ne pourrait pas l'utiliser pour décarboner la production d'engrais? La production d'engrais, elle se fait aujourd'hui à partir de gaz fossiles. On a compris qu'il y avait quelques petits problèmes aujourd'hui géopolitiques, mais il y aura des problèmes fondamentaux en approvisionnement, quelle que soit la situation géopolitique à l'avenir. C'est en tout cas les analyses que nous avons fournies. Et donc, est-ce qu'on doit, encore une fois, attribuer une partie de cet hydrogène à l'agriculture et donc avec un impact sur la capacité à maintenir un certain niveau d'agriculture et donc d'emploi, hein, je pense que vous me voyez venir, ou est-ce qu'au contraire, encore une fois, on a tout attribué à l'acier, tout attribué à l'aérien et ce sont ces choix qu'il va falloir arbitrer, qui sont extrêmement importants et qui ont un impact sur l'économie et donc sur l'emploi. Si on rentre dans le vif du sujet, donc avec ces deux ingrédients principaux, il y en a d'autres, je ne veux pas m'attarder trop, on pourrait se dire, ah oui, mais la productivité, les gains de productivité vont nous sauver. Alors le problème, pour faire en sorte de faire fonctionner cette économie, hein, on aura besoin d'emplois, de compétences, c'est ça le sujet, et oui, mais la productivité du travail va nous sauver. Problème, la croissance de cette productivité du travail, elle est en décroissance de long terme et jusqu'à s'approcher de zéro. Et en fait, les derniers chiffres au niveau de l'Union européenne sont que cette croissance a été nulle sur les dernières années. La croissance de la productivité du travail est quasiment aujourd'hui à zéro et cela va avec la baisse de la consommation et de la disponibilité en énergie par personne sur la longue période. Il n'y a donc pas de raison que ça s'améliore à l'avenir, sachant que les contraintes, on l'a bien compris, sur l'énergie comme la matière seront de plus en plus fortes. Et donc, nous faisons cette hypothèse générale, au-delà de cas particuliers que nous avons pu détailler, que la croissance de la productivité du travail est nulle pour l'avenir et c'est peut-être encore déjà trop optimiste. Alors, qu'est-ce que nous avons couvert sur le plan de transformation de l'économie française? Donc, sur cette transformation globale de l'économie et des en fait, une quinzaine de secteurs que nous avons couverts en se posant la question de comment les décarboner et les rendre plus résilients. Eh bien, ces secteurs couvrent environ 12 millions d'emplois, c'est-à-dire à peu près la moitié de la population active. Ce sont les secteurs colorés ici sur cette image et dont on voit donc qu'on a couvert une bonne partie de l'économie qui fait, disons, les fondements de l'impact carbone de notre économie, même si, idéalement, on aurait tout couvert. Donc, on a couvert notamment les secteurs de l'industrie, de la construction et les secteurs de transport, mais aussi des secteurs dont on parle moins, d'administration publique, de santé, de culture, qui couvrent de nombreux emplois et qui ont leur propre impact carbone, dont on parle moins souvent. L'administration publique, c'est de nombreux bâtiments, c'est 2/3 de la restauration collective. La santé, c'est 8% des émissions du fait notamment de la production de médicaments et de matériel médical. Donc voilà, des impacts dont on parle moins souvent, mais que nous avons couverts dans ce plan de transformation. Alors, quelle est l'approche sur l'emploi une fois qu'on se pose la question de décarboner ces secteurs? Eh bien, c'est de dire, eh bien, si on applique le plan de transformation de l'économie française pour chacun de ces secteurs que nous avons analysés, pour encore une fois les décarboner, les rendre plus résilients et créateurs d'emplois, eh bien, quel est le besoin en emploi correspondant d'ici 2050 et donc quelle est l'anticipation à faire sur ce besoin quantitatif en emploi de l'économie bas carbone. Deuxième étape de l'approche emploi du plan de transformation, c'est se poser la question de l'adaptation de l'offre de main-d'œuvre par rapport à l'évolution de la demande telle qu'elle a été décrite au premier point. Et l'adaptation en termes de quantité comme de qualité. Et puis, troisième point, comment on pilote tout cela au niveau, bien sûr, national, mais aussi au niveau territorial, et d'une façon coordonnée, et d'une façon à vraiment réorienter l'économie pour aboutir à cette nouvelle répartition de l'activité et donc des emplois, et donc ce qu'on a appelé une réelle politique industrielle. Premier point donc, première question, quel serait l'impact de la mise en œuvre du plan de transformation de l'économie française sur l'emploi actuel si on se projette à 2050? Eh bien, cet impact quantitatif, il concerne essentiellement 4 millions des 12 millions d'emplois que j'ai mentionnés tout à l'heure. Les 8 millions restants, c'est essentiellement l'administration publique, la santé et la culture. Je les ai cités spécifiquement tout à l'heure.
nous avons des rapports détaillés proposant la décarbonation de ces secteurs, mais les propositions que nous faisons ne tiennent pas au volume d'emploi de ces secteurs, mais plutôt aux compétences et à l'organisation notamment de ces secteurs. Donc, pas d'impact, selon nous, majeur, en tout cas significatif, sur les volumes d'emploi, sur ces 8 millions d'emplois. Par contre, les 4 millions qui sont représentés ici, on voit, sur ces 4 millions-là, on voit une légère hausse du volume d'emploi. Hein, si on regarde la barre sur la droite, c'est à peu près 300 000 équivalents temps plein en plus sur les 4 millions de départ. Donc on se dit, c'est bien, c'est la création d'emplois, en tout cas, c'est la demande d'emploi, du besoin en emploi en plus. Mais voilà, il se passe beaucoup de choses au milieu. C'est 300 000 emplois de plus en net, mais c'est 800 000 emplois à peu près, dans l'ordre de grandeur, perdus dans un certain nombre de secteurs à décarboner. Un exemple emblématique, c'est l'industrie automobile. 300 000 équivalents temps plein en moins parce qu'il faudra réduire nos usages de l'automobile et donc ça va réduire la taille du marché. On évolue à peu près l'impact à 1/3. Et parce que, notamment, toujours pour la partie industrielle, produire une voiture électrique, c'est 20% de main-d'œuvre en moins que produire une voiture thermique. Et à cela s'ajoute, donc, à cette partie industrielle de la partie vraiment construction automobile de l'industrie automobile, la partie aval de cette industrie qui est incluse ici, qui est notamment la réparation et la vente automobile, avec des impacts extrêmement forts qui ne seraient pas compensés par le développement de services, par exemple, autour des bornes de recharge, ou même la relocalisation de production de batteries. Donc 300 000 nets en moins, c'est très significatif, donc 800 000 au total perdus sur différents secteurs. Des gains, heureusement, sur un certain nombre, en tout cas des besoins supplémentaires sur un certain nombre de secteurs, de l'ordre de 1 100 000 emplois, notamment dans l'agriculture, parce que, je le dis rapidement ici, mais pour décarboner l'agriculture, c'est réduire notre consommation de viande, certes, mais aussi rapatrier la production de fruits et légumes, et ça, c'est plusieurs centaines de milliers d'emplois. C'est généraliser les pratiques agroécologiques qui vont nous permettre de réduire nos usages en engrais azotés, dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui vont faire qu'on aura assez d'hydrogène tout en ayant assez pour d'autres secteurs pour décarboner le reste de ces engrais. Si on a besoin de trop d'engrais, on ne pourra pas décarboner avec l'hydrogène disponible. Et puis, c'est la diversification des producteurs qui va permettre une relocalisation de notre empreinte agriculture et alimentation territoriale et la réduction notamment des flux de marchandises agricoles qui sont aujourd'hui très carbonés. D'autres exemples significatifs, le fret de vélo, j'ai mentionné tout à l'heure, c'est une centaine de milliers d'emplois en prenant la méthodologie que j'ai détaillée. Et l'industrie du vélo, c'est pour produire, certes, ces vélos cargo, mais aussi beaucoup plus de vélos qu'on utiliserait pour remplacer la mobilité du quotidien sur des distances, encore une fois, qu'on a évaluées, cohérentes en fonction des besoins quotidiens, qui remplaceraient l'usage de la voiture sur ces distances courtes. Un autre exemple significatif, donc c'est de l'ordre de 200 000 emplois, un peu plus de 200 000 emplois dans ce secteur, dans l'industrie et dans l'aval. Et puis une centaine de milliers d'emplois dans la rénovation du bâtiment, avec évidemment des besoins extrêmement importants. En rénovation globale, près d'1 million de rénovations globales nécessaires par an d'ici 2050. Je vais très vite, c'est pour balayer encore une fois ce rapport emploi que je vous invite à aller voir en détail et faire une sorte d'introduction pour Noémie. Alors, une fois qu'on a examiné cette transformation des besoins de l'emploi, quels sont les besoins et les potentiels, les leviers d'adaptation de l'offre d'emploi, hein. On a parlé demande et comment adapter l'offre. Je vais laisser Noémie détailler sur ce sujet, mais ce sont des choses qu'on a spécifiées dans le rapport emploi par secteur et par métier, mais avec 3 grands principes on peut regrouper ainsi. Il y a une problématique de compréhension des enjeux à tous les niveaux. Si on parle du bâtiment, c'est aussi bien l'architecte en amont ou le donneur d'ordre que l'ouvrier sur le chantier qui aura besoin d'une certaine manière d'avoir un niveau de compréhension des enjeux qui permet de s'engager dans la transformation de l'activité. Une évolution des pratiques. On peut avoir les capacités techniques, mais avoir des habitudes pratiques qui diffèrent si on manipule, par exemple, les isolants traditionnels ou du béton de chanvre quand on parle d'isolation du bâtiment, pour rester sur cet exemple. Et puis, des besoins en nouvelles compétences. Je vais rester sur le bâtiment, par exemple, pour utiliser ces nouveaux matériaux ou en termes de capacité de coordination des travaux pour la rénovation du bâtiment. Quelques leviers transversaux clés qui s'appliquent encore une fois à tous les secteurs. Pour arriver à tout cela, déjà, il faudrait intégrer systématiquement à toutes les analyses prospectives qui existent aujourd'hui sur l'emploi cette problématique de transformation de l'économie, de transformation des secteurs et donc
transformation de l'emploi en quantité et en qualité. Ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui. On n'inclut pas ce besoin qui est pourtant inscrit dans la loi de décarboner notre économie, et notamment avec une perspective systémique. Il s'agit de sortir de la pression du court terme. On parle de tension sur le marché de l'emploi actuel. Si on n'anticipe pas les besoins, par exemple, que j'ai décrit tout à l'heure sur le besoin pour la rénovation en main-d'œuvre, pardon, et en main-d'œuvre qualifiée, comme on l'a décrit, pour la rénovation performante du bâtiment, on ne va pas y arriver suffisamment vite, en tout cas, et suffisamment dans la durée. Et puis, dernier point, il ne s'agira pas simplement d'organiser, d'anticiper l'offre de formation. Il va falloir soutenir la demande, et soutenir la demande en particulier des TPE-PME qui sont vulnérables de ce point de vue, qui ont moins les moyens, qui ont moins le temps, et qu'il faudra à la fois convaincre et aider par divers mécanismes à solliciter cette formation pour la transition bas carbone des emplois. Et tout cela, ça pose notamment la question des reconversions. Si on se concentre, pour rester sur cet exemple du logement et avoir un fil conducteur là-dessus, ce que je n'ai pas détaillé tout à l'heure, c'est que la transition bas carbone du logement, c'est aussi des pertes d'emplois dans la construction neuve. Il faudra réduire la construction neuve qui est très carbonée, même si on décarbone un peu autant que possible cette construction neuve, parce qu'il y a aussi l'artificialisation des sols, d'ailleurs, et des impacts qui restent résiduels, qui restent non négligeables. Et donc se pose la question des transferts d'emplois entre notamment la construction neuve et la rénovation du bâtiment. Est-ce que c'est possible pour tout le monde? Certainement pas. Est-ce que c'est possible pour certains métiers en particulier? Donc, on peut, par exemple, prendre les métiers du second œuvre dans la construction neuve, de l'ordre de 120 000 ETP selon nos estimations, qui pourraient être reconvertis. Est-ce qu'on a assez de personnes formées en formation initiale, même avec ces reconversions depuis la construction neuve, pour satisfaire le besoin dans la rénovation? Est-ce qu'il faut encore aller chercher d'autres personnes? Ce sont des choses que nous avons essayé d'analyser et de quantifier et de visualiser. Et voilà, j'attendais un petit peu pour présenter ce graphe un peu complexe. En partant de 2022 à gauche et 2027 à droite, si on se projette sur un plan à 5 ans, par exemple, est-ce qu'on peut organiser cette transition de la construction neuve vers la rénovation compte tenu, et on parle des volumes d'emploi, donc 418 000 construction neuve, 459 000 à gauche pour la rénovation, compte tenu des sorties de la construction neuve, compte tenu des reconversions possibles vers la rénovation, est-ce qu'on a assez de personnes dans la rénovation? Est-ce qu'on en forme assez? Est-ce qu'on a besoin d'en reconvertir? Et l'idée étant de quantifier tout cela et de l'organiser, encore une fois, de l'anticiper pour y arriver. Si on ne sait pas s'il faudra 10 fois plus de personnes, on ne mettra jamais au bon niveau le système de formation et de reconversion. Un point clé sur lequel je veux quasiment finir, c'est l'importance du pilotage de tout cela. Donc, on est au point 3, la partie 3 de ce rapport, c'est comment on pilote, et comment on pilote non seulement au niveau national, mais d'abord, j'ai envie de dire, et beaucoup au niveau local. On a des exemples très intéressants au niveau local sur ce besoin notamment de coordination des acteurs de la rénovation, parce qu'on ne peut pas réussir une rénovation globale si on n'a pas une coordination des différents corps de métier, hein, que ce soit par exemple les plombiers, les ventilistes, les métiers de la charpenterie, et une anticipation, encore une fois, qui doit s'organiser pratiquement, de manière très pratique sur le terrain. Alors, un graphique un petit peu compliqué que pourra commenter aussi Thomas si besoin tout à l'heure, c'est l'organisation avec l'appui notamment de l'ADEME dans le Cambrésis, donc dans la région de Cambrai, justement d'une planification et d'un dialogue prospectif partagé entre, d'un côté, le marché de la rénovation du bâtiment, les entreprises qui veulent servir ce marché d'un côté, et les acteurs de l'emploi qui veulent permettre à ceux qui cherchent un emploi de le trouver dans ce secteur. Et donc, avec une planification et une confrontation des scénarios prospectifs des deux côtés pour arriver de manière opérationnelle à la réussite de ces chantiers de rénovation au niveau local. Mais bien sûr, tout cela, ça demande une organisation systémique, et j'ai insisté là-dessus tout à l'heure, et une réelle politique industrielle. Si on devait résumer, et je ne rentre pas encore une fois dans les détails, il s'agit d'inverser vraiment l'approche compétitivité qui a été prise jusqu'alors, et de passer à une sobriété sur l'énergie et la matière. L'abondance énergétique et l'abondance en matière ne permettront pas de nous sauver, je l'ai mentionné rapidement. Il va falloir au contraire investir au maximum dans les compétences, et
anticiper pour permettre aux personnes de faire ces choix et ces investissements dans les compétences, il va falloir penser ces ressources humaines de manière elle-même plus systémique, comme les ressources physiques, énergie et matière, et notamment penser plus en termes d'écosystèmes locaux de PME, en termes de coordination, par exemple des travaux, on l'a vu, mais aussi en termes de, encore une fois, de reconversion entre secteurs, et donc ça va nécessiter beaucoup plus de collaboration. Et pour tout ça, finalement, cette politique industrielle, elle va exiger, et je veux insister là-dessus, une planification très claire de l'État qui va donner non seulement les marges de manœuvre aux acteurs économiques et donc au marché, marché notamment de l'emploi, mais aussi aux individus de se projeter et de faire les choix dans le cadre d'une économie qui devient compatible avec la transformation bas carbone. Merci de votre attention. Merci Yannick. J'avais dit en préambule rigueur scientifique, donc c'est bon, tu pouvais présenter tes graphes sans aucune difficulté. Merci à toi Yannick. Merci. Je vais laisser Noémie. Super, merci. Oui, donc du coup, je vais présenter le travail que j'ai mené dans le cadre des shifters et qui s'inscrit dans la continuité du PTF et du rapport que vient de présenter Yannick. Je présente mes excuses d'avance de ne pas pouvoir être dans le question-réponse, de ne pas avoir le temps pour ça. J'espère que voilà, ce sera le cas ultérieurement après ce webinaire. Donc, début 2021, l'association des shifters a mené une grande consultation citoyenne qui s'appelle la Big Review pour comprendre l'acceptabilité et les éventuels freins associés à la décarbonation de l'économie française. Et ces échanges, ils ont révélé notamment la grande inquiétude que soulève l'impact potentiel de la décarbonation sur l'emploi. Une inquiétude qui est compréhensible puisque, comme vient de le détailler Yannick, l'emploi va devoir se transformer rapidement et massivement, résultat à la fois de pertes et de création d'emplois. Et même si la balance finale est annoncée comme positive, cette redistribution de l'emploi, elle va forcément amener une certaine instabilité, notamment à court terme. Donc se pose la question de comment faire en sorte que l'emploi devienne non pas un sujet de crispation ou un argument en défaveur de la transition écologique, mais au contraire un angle par lequel on peut amener de l'engagement en suscitant l'adhésion des personnes sur le marché de l'emploi ou qui vont l'être dans les prochaines années, sans lesquelles on ne va pas pouvoir mener les transformations. Donc, pour parvenir à apaiser suffisamment cette inquiétude qui plane autour de l'emploi, il faut absolument que les transformations annoncées soient considérées comme acceptables et pour ça, qu'elles puissent être comprises, qu'elles puissent se faire dans de bonnes conditions, c'est-à-dire d'une façon aussi juste et respectueuse des individus que possible. Donc, il s'agit finalement de mettre en place des solutions pour à la fois anticiper et accompagner les pertes d'emploi en protégeant en priorité les personnes concernées, surtout les plus fragilisées, ce qui implique de sécuriser les parcours de ces personnes pour éviter leur précarisation et de les accompagner dans leur transition professionnelle vers des emplois durables. Et puis, deuxième enjeu, qui est de planifier et d'orchestrer les transferts d'emplois et de compétences intra- et intersectoriels vers des emplois durables, en donnant envie aux personnes d'aller vers ces emplois, ce qui pose notamment l'enjeu de la désirabilité de ces activités. On le sait, il y a un certain nombre de secteurs qui sont pivots de la transition écologique, qui pâtissent déjà d'un manque d'attractivité. On pense à l'agriculture, on pense notamment aussi au logement. Et à cela s'ajoute un contexte de forte attrition dans de nombreux secteurs, avec des grosses difficultés déjà pour les entreprises à retenir les salariés et à en attirer des nouveaux. Donc, il va y avoir un énorme travail à mener de communication autour de ces emplois. Et en même temps, c'est aussi une opportunité pour les entreprises, puisque même si on est dans un contexte difficile pour les recruteurs, il y a aussi un désir chez un certain nombre de personnes, et notamment de jeunes, d'œuvrer pour la transition écologique à travers leur travail. Donc, au vu de l'ampleur des mouvements d'emploi qui sont annoncés dans le PTF, si on veut que la décarbonation puisse se faire sereinement, il va falloir élaborer des parcours d'accompagnement à même d'assurer une prise en charge à grande échelle au service de la transition énergétique et écologique et qui permettent de prendre en compte les besoins, les profils et les aspirations de chaque individu. Donc, quelle forme est-ce que ça pourrait prendre, cet accompagnement? Comment est-ce qu'il pourrait s'insérer dans le paysage des acteurs et des services existants pour venir non pas ajouter de la complexité, mais tisser des liens entre eux? C'est là-dessus que je me suis penchée dans le rapport que je vous présente aujourd'hui. Il existe évidemment un grand nombre de dispositifs pour accompagner les évolutions de l'emploi en France. J'en fais l'état des lieux dans le rapport, je ne vais pas les détailler ici. Donc, à toutes les échelles, sur tous les territoires, il y a de nombreuses initiatives innovantes qui s'efforcent aussi d'intégrer les contraintes et les opportunités qui sont liées aux enjeux écologiques et qui demandent qu'à être valorisées, renforcées et essaimées.
Mais il ressort néanmoins qu'en l'état actuel des choses, le panel de services, bien que riche, ne suffit pas encore à relever les enjeux qu'on vient de présenter, pour plusieurs raisons. Donc, pour commencer, premier écueil des dispositifs actuels, trop peu de dispositifs prennent suffisamment en compte les enjeux socio-écologiques, en cause notamment l'absence d'un socle de connaissances de ces enjeux, et puis d'un manque d'outils et de ressources pour mener à bien les travaux prospectifs et la planification et transformation de l'emploi sur un périmètre donné, donc au sein des territoires, au sein des entreprises, etc. Du coup, il y a beaucoup d'acteurs qui sont potentiellement disposés à prendre le sujet en main, qui ne savent pas forcément comment opérer. Ensuite, deuxième écueil, Yannick l'a mentionné, la logique court-termiste et adéquationniste de l'emploi prédomine encore en France et rend très difficile la prise en compte d'objectifs long terme et l'accompagnement vers des emplois qui, pour certains, n'existent même pas encore. Or, le PTEF, c'est Horizon 2050. Donc, il s'agit de planifier aujourd'hui des transformations qui vont s'étaler sur un temps long et de s'inscrire dans un futur qui est encore à construire. Autre problème, les dispositifs existants ne permettent pas de couvrir toutes les situations où une personne pourrait avoir besoin d'un accompagnement à la reconversion. Trop souvent, ils sont accessibles qu'en cas de crise, d'urgence, quand les entreprises elles sont déjà en difficulté ou que la personne elle est déjà en passe d'être licenciée, voire déjà sans emploi. Or, là encore, c'est dès à présent qu'il faut envisager les transitions professionnelles sans attendre d'être au point de rupture pour être en mesure de les aborder sereinement. D'ailleurs, il y a beaucoup des dispositifs actuels qui sont relativement récents et qui sont souvent méconnus d'un bon nombre de Français, avec une offre qui n'est pas toujours lisible, ce qui veut dire que quand une personne a besoin d'un accompagnement, elle ne sait pas toujours vers qui se tourner. On constate par ailleurs un cloisonnement entre les acteurs et entre les territoires qui complique la mise en place d'une vraie stratégie de coordination, qui est clé, comme l'a dit Yannick aussi, pour mener à bien la décarbonation de l'économie française. Il est essentiel d'adopter une approche et un pilotage systémique en créant des ponts entre les territoires, entre les secteurs, pour mettre l'accompagnement à l'emploi au service d'une direction commune et partagée. Et ça demande d'aller beaucoup plus loin dans la coordination des services et des politiques existantes autour de l'emploi. Et puis, il s'agit aussi de repenser l'articulation entre la dimension collective et individuelle pour faire en sorte que les projets individuels s'alignent avec ce cap commun, cette direction commune, tout en renforçant le rôle de l'individu dans la construction de son projet professionnel. Il n'est pas question d'imposer des transitions professionnelles au motif qu'elles sont nécessaires à la transition écologique, sans égard pour les individus. Au contraire, si on veut créer de l'adhésion, si on veut créer de la désirabilité, il faut absolument donner envie aux personnes de s'engager vers ces voies, et ça implique de les rendre actrices de leur propre transition professionnelle. Les citoyens, ils ont besoin d'être convaincus de la pertinence de la trajectoire et des changements, et de comprendre l'impact que ces changements auront à leur échelle. Ils ont aussi besoin de comprendre le rôle qu'ils sont en mesure de jouer dans ces transformations, comment est-ce qu'ils vont pouvoir y prendre part, est-ce qu'ils vont en bénéficier, est-ce qu'ils vont en pâtir, et quelles issues finalement ils peuvent espérer. Donc tout ça veut dire notamment donner de la visibilité et informer sur les métiers compatibles avec la transition écologique, en ancrant cette information dans du concret, donc les besoins du territoire, les opportunités d'emploi, les possibilités de formation, etc. Et ça soulève entre autres la nécessité de cartographier les métiers compatibles avec la transition. C'est un chantier qui est conséquent, qui est déjà mené de façon parcellaire par certains secteurs, par certaines filières, via notamment les EDEC, comme ça a été le cas pour la filière électrique. Maintenant, il s'agit de généraliser ces pratiques pour rendre l'information accessible au grand public. Et il s'agit aussi de réussir à présenter ces transformations sous un angle positif pour que les personnes puissent mettre ces priorités en perspective avec leur bagage et leur expérience, et pour qu'elles puissent se positionner par rapport à ces changements plutôt que de simplement les subir. Cette philosophie s'inscrit dans l'air du temps. Il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes à remettre en question leur direction professionnelle, à changer d'emploi, à aller vers quelque chose d'utile, de cohérent avec les enjeux actuels, pas que écologiques d'ailleurs, mais elles ont besoin d'une part de se sentir suffisamment en sécurité pour le faire, ce qui veut dire aussi soutenu financièrement, et d'autre part d'avoir les outils et les clés pour pouvoir faire des choix éclairés. Donc pour toutes ces raisons, il y a un vrai chantier à mener sur l'adaptation de l'accompagnement aux transitions professionnelles pour le mettre au service de la transformation de l'emploi. Mais l'idée, ce n'est pas de concevoir un énième dispositif qui ferait qu'ajouter de la complexité à une offre déjà foisonnante. Au contraire, c'est de reconnaître l'existence de la variété de services et d'acteurs déjà en place, d'en comprendre les complémentarités et les écueils éventuels, et à partir des retours d'expérience de ce qui a déjà été mené, d'imaginer des parcours d'accompagnement qui soient adaptés dans une logique qui est plus proche de la notion d'archipel, c'est-à-dire de réseaux mouvants d'acteurs qui sont capables d'agir à différentes échelles et qui coopèrent entre eux.
Donc, on arrive là à la troisième partie de mon rapport qui explore les principes fondamentaux et les principales briques sur lesquelles pourrait reposer un accompagnement global aux reconversions dans le contexte de décarbonation. Et je vais commencer par faire le point sur quelques grands principes sur lesquels devrait, à mon sens, reposer tout dispositif d'accompagnement en reconversion. Donc, bien sûr, ces principes ils sont déjà au cœur de nombreux dispositifs existants, mais rarement les 6 à la fois. Et ils s'appuient sur les retours d'expérience autour de l'accompagnement à l'emploi, notamment en ce qui concerne la place centrale donnée à l'individu et les modalités d'accompagnement. Et puis, ils prennent en compte les défis inhérents à la décarbonation, notamment la nécessité d'une approche systémique et puis inscrite dans la durée. Donc, premier principe, ce sera peut-être un peu petit, je suis désolée, c'est un accompagnement personnalisé à grande échelle. Donc, face à l'ampleur des transformations à l'emploi, il s'agit de penser un accompagnement qui soit accessible à tous et pour autant qui soit capable de s'adapter à toute une diversité de profils et de besoins, ce qui appelle une personnalisation du dispositif. Pour articuler ces deux impératifs, volume d'un côté et puis individualisation de l'autre, il va s'agir d'intégrer une étape de diagnostic des besoins au début du parcours d'accompagnement, j'en reparlerai plus tard, une ingénierie adaptée pour permettre une personnalisation des parcours en intégrant les briques pertinentes à l'accompagnement proposé, et puis une orchestration fluide entre les services d'accompagnement. Ensuite, deuxième grand principe, faire la part belle au collectif. On l'a vu, l'emploi, c'est un sujet sensible qui réveille beaucoup d'inquiétudes, de peur, de souffrance parfois. Dans ces domaines, la puissance du collectif a souvent fait ses preuves pour réussir à surmonter des épreuves difficiles par l'entraide, par le partage, par l'émulation. Donc, il semble pertinent d'intégrer une part de collectif dans l'accompagnement. Ça peut être par exemple sous forme de groupe de parole ou sous forme de formation collective. Ensuite, troisième grand principe, s'insérer dans le contexte de transition écologique, évidemment. L'accompagnement doit prendre pleinement en compte l'ensemble des enjeux associés à la transition énergétique et écologique et leurs conséquences sur les transformations de l'emploi et les besoins en compétences, à la fois à l'échelle globale et à l'échelle d'un territoire. Donc, ça implique de sensibiliser, de former aux enjeux associés, d'encourager le questionnement à toutes les échelles sur l'avenir de l'emploi et d'outiller l'ensemble des personnes accompagnées et l'ensemble des acteurs de l'orientation, de la formation et de l'emploi. Donc, il y a encore beaucoup à faire sur ce sujet pour assurer que les actions sont à la hauteur des enjeux. Ensuite, quatrième principe, inscrit sur un territoire. Donc, le territoire, c'est clairement l'échelle pertinente pour organiser l'emploi. C'est à cette échelle qu'il est le plus simple pour les acteurs d'anticiper et de planifier les mutations, en lien avec les enjeux économiques du territoire et les besoins des entreprises. Chaque territoire présente des problématiques qui lui sont propres, à la fois en termes d'activité et d'emploi, d'enjeux sociaux et puis d'enjeux écologiques et climatiques. Et ces spécificités, elles doivent être prises en compte dans l'accompagnement, tout en assurant évidemment un décloisonnement et une coordination entre les territoires pour intégrer la dimension systémique des transformations. Ensuite, cinquième enjeu, respecter l'écologie individuelle. Trop souvent, l'accompagnement à l'emploi proposé par les services publics se focalise sur les impératifs économiques et néglige du coup les besoins et les aspirations des individus. Respecter l'écologie individuelle, ça implique de prendre en compte certains éléments qui sont propres à la personne accompagnée, comme son profil, son expérience, ses compétences, sa situation familiale et sociale, ses contraintes en termes de mobilité, de besoins financiers, ses aspirations, ou encore ses préférences en termes d'environnement de travail. Et enfin, sixième principe, la coopération et la mise en réseau. C'est la condition sine qua non de la réussite de n'importe quel dispositif d'accompagnement pour assurer des parcours complets. Donc, il s'agit, à travers cette coopération, d'inviter l'ensemble des acteurs de chaque écosystème à réfléchir ensemble aux transformations à mener sur leur périmètre et à la meilleure stratégie pour avancer collectivement dans la direction définie. Ça implique évidemment d'identifier au préalable les parties prenantes au sein de l'écosystème pour favoriser les échanges. Parmi les structures concernées, on retrouve notamment les entreprises, les partenaires sociaux, les pouvoirs publics, les opérateurs de l'emploi et de la formation, qu'ils soient publics comme Pôle emploi, les maisons de l'emploi, les missions locales, les OPCO, ou privés comme les organismes de formation, les conseillers d'orientation, les experts GPEC, les centres de bilan de compétences, les cabinets de recrutement. Mais il y a aussi les acteurs de la formation aux enjeux environnementaux et climatiques et les initiatives citoyennes et associatives. Donc, ça fait beaucoup d'acteurs à coordonner, mais c'est nécessaire pour pouvoir avancer dans une direction collective et qui soit pertinente. Donc, il existe déjà des outils aujourd'hui pour faciliter cette coordination. Il y a notamment le CV de site qui permet d'évaluer des compétences d'un collectif de travail, d'un bassin d'emploi ou d'un site de production pour les valoriser ensuite
Il a été utilisé notamment pour la reconversion des sites Bosch de Vénissieux et Schneider Electric à Barentin. Il y a aussi les plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi. Et puis, il y a l'initiative Territoire zéro chômeur longue durée qui facilite l'embauche en CDI de demandeurs d'emploi de longue durée par des entreprises à but d'emploi pour définir à chacun une activité en partant de ses compétences et de ses envies. Et parmi ces activités, 43% sont aujourd'hui liées à la transition écologique. Donc, il serait utile d'analyser de façon approfondie les retours d'expérience sur ces dispositifs, sur ces initiatives, pour identifier ce qui sera à garder. Maintenant que j'ai posé ces 6 grands principes, je vais aborder en détail les volets spécifiques que pourrait inclure une méthodologie d'accompagnement aux transitions professionnelles pour assurer cet accompagnement global et personnalisé. Donc concrètement, quels services devraient être assurés, par qui, comment? Pour répondre à cette question, je me suis appuyée notamment sur le dispositif de reclassement qui a été déployé en 2014 suite à la fermeture de l'entreprise de transport et logistique Maury Ducrot, qui a donné lieu à un rapport qui a été publié en 2020 pour identifier les éléments transposables de ce dispositif. Donc c'est un dispositif qui s'est étalé sur 6 ans et qui a concerné au total 5000 salariés, avec des résultats encourageants puisque 96% des salariés avaient trouvé une solution durable au terme de l'accompagnement. Donc le premier volet qui semble important pour un accompagnement complet, c'est de diagnostiquer les besoins, j'en ai parlé tout à l'heure, pour permettre la personnalisation du parcours d'accompagnement. Il s'agit de faire le point sur la situation globale de la personne, qu'elle soit professionnelle, financière, familiale, sociale et psychologique. C'est le point de départ à partir duquel il sera possible ensuite de définir un parcours d'accompagnement personnalisé au plus près de ses besoins. Cette étape, elle requiert la désignation d'une personne référente qui assurera l'aiguillage et la coordination, le suivi tout au long de l'accompagnement. Et sur ce point, des retours d'expérience et des bonnes pratiques sont certainement allés chercher du côté des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi, puisque l'accompagnement individualisé des participants est assuré justement par des référents uniques, dont les missions sont d'établir un diagnostic de compétences, des difficultés et des attentes du participant, de co-construire avec lui son parcours d'insertion et d'en coordonner les étapes. Ensuite, deuxième volet, accompagner le changement. On le sait, opérer une transition professionnelle, c'est loin d'être anodin, encore moins dans le contexte de transition écologique. On le voit déjà dans des secteurs comme l'automobile ou l'aéronautique. C'est quand même très difficile pour les personnes attachées à leur secteur de prendre conscience que leur activité va devoir ralentir parce qu'elle n'est pas compatible avec les enjeux de décarbonation. Donc, certaines personnes auront besoin d'un soutien particulier pour pouvoir accepter cette situation, pour faire ce travail de deuil et puis pour trouver l'élan pour se projeter vers une nouvelle étape professionnelle, surtout dans le cas d'une perte soudaine d'un emploi. Par exemple, dans le cas de la fermeture de Maury Ducrot, le rapport fait état d'une colère et d'une résignation chez beaucoup de salariés suite au choc psychologique provoqué par la fin de leur entreprise. La dimension collective de l'accompagnement, elle prend beaucoup d'importance à cette étape pour éviter le sentiment de solitude et puis pour faciliter le soutien mutuel. Donc, on pourrait par exemple s'inspirer de méthodes utilisées dans les groupes de travail et de soutien. On pourrait favoriser les témoignages et les partages d'expériences par des personnes qui ont déjà traversé ce type de situation, mettre en place des services d'écoute et puis, dans certains cas, il peut aussi être nécessaire de proposer un suivi individualisé par des psychologues. Ensuite, troisième volet, accompagner les besoins sociaux. En matière de transition professionnelle, beaucoup de freins au changement sont liés à l'environnement de la personne plus qu'à la personne elle-même ou à sa volonté. Le volet social de l'accompagnement professionnel, il est crucial pour lever les obstacles qui pourraient exister, particulièrement pour les personnes les plus fragilisées. Donc, ça inclut notamment des problématiques d'ordre financier, familiaux, administratifs, de logement, de santé, de transport, d'insertion ou de développement des compétences de base. Là encore, dans le cadre de l'accompagnement aux salariés de Maury Ducrot, l'appui social, dont la nécessité est d'ailleurs apparue au fil du temps, a été indispensable pour réduire les freins à l'accès à l'emploi auprès des personnes qui étaient très précarisées et désengagées. Et des bonnes pratiques sont allées chercher du côté de l'accompagnement dit global, qui est proposé aux demandeurs d'emploi qui sont confrontés simultanément à des difficultés professionnelles et sociales et qui présentent des résultats encourageants en termes de retour à l'emploi. Quatrième volet, sensibiliser à l'urgence climatique et former aux enjeux écologiques. Pour réussir à aiguiller les transitions professionnelles vers des trajectoires compatibles avec les enjeux écologiques, l'accompagnement doit impérativement intégrer un volet de sensibilisation et de formation à ces enjeux. Et pour atteindre cet objectif de formation à grande échelle, il ne va pas s'agir d'imposer une formation standardisée, mais plutôt d'évaluer la modalité la plus adaptée à chaque personne.
Donc, le défi, ça va être de développer une offre de formation suffisamment variée pour répondre à tous les besoins et les publics. Donc, sur ce sujet, il y a des bonnes pratiques qui sont allées chercher du côté de l'éducation populaire, auprès d'organismes comme l'ADEME, comme l'IRFED, ou d'initiatives comme l'école Être, par exemple, qui sensibilisent aux enjeux de la transition par le faire. Ces dernières années, l'offre de formation s'est considérablement étoffée sur ces sujets, hein, entre les formations à distance, les serious games, la formation courte, les ateliers, et puis une mention spéciale pour le principe de fresque, qui a fait ses preuves et qui se décline aujourd'hui sur tout un éventail de sujets. Mais maintenant, il y a un travail de terrain qui est à mener pour tirer des enseignements de toutes ces expérimentations, et puis pour concevoir les offres complémentaires. 5e volet, le développement de l'employabilité. Dans la construction d'un projet professionnel, il ne suffit pas d'identifier les compétences techniques ou les savoirs théoriques ou pratiques d'une personne pour définir vers quel métier l'orienter. Un projet professionnel cohérent et adapté à la personne, il se construit à partir d'une multitude de facteurs et donc il requiert une approche complète, centrée sur les ressources, sur les envies, sur les valeurs, sur les contraintes et sur les aspirations de la personne. Cette approche globale, elle est déjà utilisée dans de nombreux bilans de compétences aujourd'hui. Les méthodes qui sont employées pour accompagner cette réflexion personnelle, elles varient d'un bilan de compétences à l'autre. Il y en a beaucoup qui intègrent une dimension collective, qui permet de s'appuyer sur le partage et sur l'entraide. On peut aussi faire appel à tout un panel de professionnels qui apporteront des expertises différentes, comme des coachs, des conseillers, des recruteurs. L'objectif, c'est de rassembler l'ensemble des éléments qui vont permettre à la personne de prendre des décisions éclairées et de prendre en main son parcours. 6e volet, la définition d'un projet professionnel. Donc là, dans cette étape, il s'agit avant tout d'aider la personne à identifier un cap ou une prochaine étape qui a du sens pour elle, sans pour autant aboutir sur un projet professionnel qui soit trop figé. Donc ce projet, ça peut être une évolution entre deux métiers d'un même secteur, ça peut être vers un autre secteur sur un même métier, ou encore une reconversion vers un nouveau métier et un nouveau secteur. Pour l'accompagner, il s'agit notamment de faciliter l'expérimentation et la mise en situation de travail, la rencontre avec d'autres professionnels aussi, avec des entreprises pour affiner le projet. À ce stade, la personne elle aura sûrement besoin d'accéder à des informations stratégiques en ce qui concerne les métiers et les débouchés propres à son bassin de vie. Donc là aussi, il y a des outils à penser pour faciliter cet accès, à partir par exemple des travaux de l'ONEMEF ou de France Compétences. En tout cas, ce volet de l'accompagnement, il appelle à un ancrage territorial particulièrement important, avec la nécessité de s'appuyer fortement sur les acteurs de terrain, que ce soit les organismes d'accompagnement, les entreprises, les associations, qui connaissent bien les besoins du territoire, qui connaissent bien le tissu économique, l'offre de formation, et qui pourront accompagner dans la définition d'un projet qui soit à la fois désirable et réalisable. Et enfin, dernier volet de l'accompagnement, l'accompagnement à la mise en œuvre du projet. Une fois que le projet professionnel il est défini, les étapes qui vont mener jusqu'à sa concrétisation peuvent varier considérablement d'une personne à l'autre, en fonction notamment de son socle de compétences, de sa formation, de sa situation, de ses contraintes financières, etc. Donc, il va s'agir au choix, ou tout à la fois, de l'aider à comprendre les dispositifs de formation qui sont accessibles, éventuellement à trouver une formation et le financement nécessaire, de l'accompagner aussi dans sa recherche d'emploi, en faisant appel à des méthodes qui soient vraiment ancrées dans le concret, dans la pratique et dans les besoins de la personne. Donc, ça peut être par exemple à travers des ateliers individuels et collectifs, à travers un suivi régulier, à travers l'organisation de rencontres avec des recruteurs. Là-dessus, il y a des bonnes pratiques qui sont allées chercher du côté de l'association Solidarité Nouvelle contre le chômage, qui accompagne les chercheurs d'emploi depuis plus de 30 ans. Et ce volet, il doit impérativement impliquer et s'appuyer très fortement sur les acteurs de terrain, notamment sur les entreprises, pour que l'offre et la demande puissent se rencontrer. Et puis certaines personnes auront aussi peut-être besoin d'être soutenues dans un projet entrepreneurial. Quel que soit son projet, la personne elle a besoin d'être accompagnée sur un temps qui soit suffisamment long dans la concrétisation de son projet, puisque ça peut prendre plusieurs mois, voire plusieurs années avant d'aboutir. Voilà les grands volets qui semblent pertinents d'assurer pour permettre un accompagnement complet et adapté, à la fois à grande échelle et personnalisé reconversion, au service de la transition écologique. Donc, comme j'ai dit, il y a déjà de nombreux dispositifs qui existent, parfois nationaux, parfois spécifiques à un territoire ou à une filière, parfois privés, parfois publics, qui couvrent chacun de ces volets. Maintenant, l'objectif, c'est de parvenir à coordonner et à articuler l'existant pour être en mesure d'offrir un accompagnement global cohérent, sans couture, qui s'appuie sur les forces de chacun des acteurs impliqués. Merci Noémie. Il me reste une minute.
Ouais, alors on est plus proche de 30 secondes que de la minute. Donc, Et 30 voilà. secondes. C'était Allez. juste pour dire que cette méthodologie, elle propose une sorte de trame à partir de laquelle broder. Donc, il ne s'agit pas d'une solution unique, mais vraiment d'inviter les acteurs sur les territoires à débattre, à construire des solutions ensemble, à lancer des initiatives et à faire des retours d'expérience de ces initiatives pour pouvoir tenter des choses au niveau de l'accompagnement. Voilà. Merci Noémie. En plus, voilà. Eh ben, débattre, c'est ce qu'on va faire. Merci pour cette présentation, pour ces donc chers participants, chères participantes, l'ensemble des rapports qu'on vous a présentés vous seront transmis. Voilà. Donc, et pas uniquement que la présentation qu'on vous a fait là, mais vraiment les rapports complets. Et donc, échanger et débattre, eh ben, c'est ce qu'on va faire maintenant tout de suite avec ce tour d'horizon des solutions. Et on va démarrer tout de suite avec Thomas Gaudin, coordinateur de la feuille de route emploi de l'ADEME, à qui je laisse la parole tout de suite. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça résonne tellement dans tous les sens ce que je viens d'entendre que c'est très frustrant de pouvoir tenir en 5 minutes un fil conducteur quelque chose d'intelligible. Je vais peut-être commencer par vous présenter la façon dont on attaque le sujet emploi côté ADEME. Donc, il faut savoir qu'à l'ADEME, on a environ 1000 salariés, je dirais. Et sur la thématique emploi, on est moins de 2 ETP au total. Ça vous donne déjà un aperçu des forces en présence entre la thématique emploi d'un côté et la thématique écologie de l'autre. Je pense qu'il faut l'avoir à l'esprit. C'est qu'il y a un très, très grand déséquilibre entre de ce côté-là. Vous me direz, si au ministère de l'Emploi, des gens qui s'intéressent à l'écologie, on va retrouver la même proportion. Mais il y a quand même une grosse différence entre l'écologie et l'emploi. C'est que on aimerait bien, enfin, nous, côté écologie, on voudrait construire des scénarios bons à la fois pour l'emploi et pour l'écologie. Ça, c'est le premier axe de la feuille de route emploi, qui vient en fait d'un constat qui est de dire que malgré les messages qui disent que globalement, la transition écologique est positive pour l'emploi, eh bien, dans les esprits, ça perdure le message transition écologique égale destruction d'emplois. Enfin, ce message reste bien ancré dans les esprits et donc il faut faire quelque chose par rapport à ça. Et puis l'autre aspect dont je vais moins parler ce soir, c'est la prévention des pénuries de compétences qui freinent la transition écologique, à commencer par le domaine du bâtiment. Là aussi, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Et puis, il y a la question d'appréhender aussi le sujet de façon plus transversale. Là, l'enjeu pour moi, c'est comment arriver à co-construire des trajectoires crédibles et souhaitables, tant du point de vue emploi que du point de vue écologie. Donc, donc l'ADEME a fait 4 scénarios. Le deuxième ressemble pas mal au plan de transformation de l'économie française du Shift. Mais l'essentiel, pour moi, n'est pas là. L'essentiel, c'est que quand on est du côté de la transition écologique, on est quand même dans la recherche d'une vision d'intérêt général à long terme, même s'il y a des débats à la marge sur le nucléaire, sur différentes choses, mais sur la façon de faire, sur la biodiversité. Mais en gros, il y a un consensus pour rechercher une vision d'intérêt général à long terme pour la planète. Quand on est du côté emploi, c'est pas du tout ça qui se passe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, et c'est peut-être ça le point sur lequel je voudrais vous alerter, c'est que pour construire ces fameux scénarios bons pour l'emploi et bons pour la planète, on a besoin de gens qui s'intéressent à ce qui est bon pour l'emploi. Et ça, c'est pas du tout évident. C'est-à-dire que la vision d'intérêt général pour l'emploi, le travail, le chômage, cette vision n'est pas construite. Pas du tout. C'est-à-dire qu'elle est totalement morcelée. Malheureusement, l'essai justement dans les territoires de généralisation de l'approche avec les maisons de l'emploi a été torpillé, alors que c'était bien justement cet esprit dans la construction du réseau des maisons de l'emploi, c'était bien cette idée d'ensemblier pour répondre justement à tous les sujets qui ont été évoqués par Noémie tout à l'heure. Mais et je pense que le défaut qui est à l'origine de tout ça, c'est qu'on manque cruellement de cerveau, de bonne volonté pour construire une vision d'intérêt général emploi, travail, chômage.
qu'est-ce qu'on veut de l'emploi, du travail et du chômage dans les années à venir, qu'est-ce qu'on voudrait où on voudrait en être au-delà de la transition écologique. Et donc, c'est pour ça que mon point, c'est qu'il faut délier d'un côté l'emploi et de l'autre la transition écologique pour mieux pouvoir les relier. Mais si on essaie de les fusionner ensemble, on n'arrivera à rien. Et du coup, j'en profite là pour lancer un appel aux bonnes volontés. Donc, s'il y a des personnes qui veulent réfléchir avec quelques-uns d'entre nous, dont Yannick, qui m'a déjà dit qu'il s'était intéressé, voilà, sur qu'est-ce que ça veut dire avoir une vision d'intérêt général pour l'emploi, le travail et les compétences, au-delà de la transition écologique, ça nous permettrait, à mon avis, de rendre possible l'émergence de ces interlocuteurs qui manquent pour pouvoir ensuite mieux dialoguer avec eux, de façon à ce qu'ils aient leur scénario à eux. C'est un peu ce qu'on a essayé de faire avec l'expérimentation de Cambrai, d'ailleurs. C'est comment faire pour que les acteurs de l'emploi et des compétences voient au-delà de 4 ans. Habituellement, au-delà de 4 ans, ils n'y vont pas, ou presque pas. Donc, comment faire pour les pousser à s'intéresser au continuum jusqu'à 2030-2050 pour pouvoir ensuite mieux interagir avec les scénarios et les plans du côté transition écologique. Voilà, j'espère que je n'ai pas dépassé. Bravo, nickel, on arrive à la fin des 5 minutes. Bravo Thomas. Ouais. Merci à vous. Et dans le fil de conversation, il y avait pas mal de questions sur la pénibilité. Et je crois que mon prochain intervenant, Vincent Mandinant, que je vais laisser prendre la parole, c'est un sujet qui le concerne en particulier, la pénibilité et les conditions de travail. Si il veut bien prendre la parole. Oui, merci Delphine. En effet, c'est même le cœur du sujet pour nous. Moi, je représente ici l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Donc, je vous remercie pour l'invitation et je remercie Thomas d'avoir introduit la question du travail dans l'interstice entre l'emploi, les compétences et le chômage. De notre point de vue, en effet, peut-être apporter ici un petit décalage, essayer de raisonner au-delà de l'emploi, de la formation et des compétences, pas pour dire que ce n'est pas des sujets tout à fait importants, mais il nous semble que la question du travail, de son sens, de sa qualité, de son organisation, de sa reconnaissance, de ses conditions de réalisation, ces questions-là doivent pouvoir être mises sur la table si on veut relever les défis de la transition écologique, et en l'occurrence ici de la transition carbone. Parce qu'au fond, pourquoi un ouvrier de la chimie bien payé et prime comprise irait-il faire du maraîchage bio à 50 degrés avec des restrictions d'eau? Et comment faire prendre, disons, au bâtiment sa part dans la réduction des émissions carbone, alors qu'on peine à trouver des professionnels qualifiés? De notre point de vue, ce n'est pas simplement un défaut de compétences, c'est une problématique d'attractivité des métiers et des secteurs qui, pour partie, renvoie à des enjeux d'organisation du travail et de conditions de travail. Pour nous, il y a 3 questions finalement qui nous préoccupent et que je voudrais partager avec vous, à défaut d'avoir des réponses ou des solutions, hein, je m'en excuse. La première, c'est de savoir au fond comment faire en sorte que la transition écologique, elle ne dégrade pas les conditions de travail. On vient d'évoquer, il y a des inquiétudes sur l'emploi, mais aussi sur ces conditions de travail. Donc, vouloir faire au fond le bien des gens, c'est toujours un pari risqué. Il faut, de notre point de vue, ne pas évidemment le faire sans les gens, ni contre les gens, mais bien avec les gens. Et donc, il y a un enjeu pour nous de rappeler ici, mais je vois qu'Anne Lecor est avec nous, il y a un enjeu à raisonner aussi en termes de dialogue social, de raisonner la participation des salariés à la définition des orientations de transition ou de redirection. Il nous semble que les enjeux de conditions de travail, c'est un levier, bien sûr, d'attractivité pour les secteurs ou les métiers vers lesquels on voudrait orienter les flux, mais aussi pour les métiers et les secteurs en perte de vitesse, mais qui restent nécessaires pour autant. Il reste tout autant nécessaire d'en prendre soin. Une deuxième peut-être question, c'est comment faire en sorte que la transformation du travail soutienne la transition écologique. Alors bien sûr, c'est un enjeu de compétences, mais c'est aussi un enjeu organisationnel. Au fond, comment les organisations, comment le management soutient ou empêche l'écologisation des pratiques. Sans doute faut-il anticiper et développer de nouvelles compétences, mais sans doute aussi faut-il s'appuyer sur les savoir-faire existants, y compris les savoirs inconfortables des professionnels qui savent comment tourne, fonctionne ou dysfonctionne leur organisation
et sont d'une certaine façon un réservoir d'idées, de nouvelles pratiques, de nouvelles façons de faire. Et puis enfin, peut-être une dernière question, c'est comment faire en sorte que cette transition écologique, elle soutienne l'amélioration des conditions de travail. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui un enjeu, je crois, vous l'avez exprimé, d'alliance, un enjeu de sortir des silos, de ne pas en rester simplement à des calculs savants ou à des ingénieries techniques, mais d'investir les dynamiques sociales. On a quelques exemples, par exemple, Plus jamais ça, qui était encore impensable il y a quelques années. Donc, il nous semble que cette transition écologique, pour réussir, elle doit intégrer et porter en son sein les questions du travail. Elle ne doit pas les laisser de côté, les laisser porter uniquement par les autres. Thomas a invité là à des alliances. Je pense qu'il est temps, en effet, de les opérer. Et il me semble que l'échelle territoriale pour réaliser ces assemblages pourrait être une bonne échelle. Et donc, je m'arrête là puisque mon temps est écoulé. Non, tu as encore 1 minute. Ah, j'ai encore 1 minute, super. Je vois ta main levée. Et donc, du coup, en résumé, pour nous, le dialogue social, et c'est à la fois sans doute un verrou ou possiblement une clé qu'il faut pouvoir activer. Et il nous semble qu'il y a un enjeu à sécuriser institutionnellement pour pouvoir opérationnaliser pratiquement des changements de trajectoire ou de parcours. Il nous semble important d'enquêter sur les milieux de travail, mais d'enquêter avec les collectifs de travail pour, au fond, savoir ce qui est négociable, ce qui l'est moins, ce qui est faisable, ce qui l'est moins, à quelles conditions, dans quel pas de temps, etc. Il nous semble en effet aussi qu'il y a une attention à porter sur pas simplement les changements d'emploi ou les changements de compétences, mais sur les changements de pratiques, y compris en matière d'organisation et de gouvernance des organisations, et que les conditions de travail de ce point de vue sont un facteur à la fois de prévention et d'attractivité, et qu'elles sont aussi un vecteur d'articulation entre les questions de santé, les questions d'organisation, de compétences et de démocratie au travail. Bien, merci beaucoup. Alors, du coup, là, on va passer avec Florian, donc, qui est responsable projet et développement pour le labo de l'ESS, économie sociale et solidaire. À toi, Vous Florian. parlez de la transition juste. Est-ce que c'est ça le sujet, Florian? C'est bien ça. Alors, je viens juste d'avoir une petite coupure, donc j'espère que ça ne va pas se reproduire. Simplement, d'abord, pour contextualiser un peu le propos et dire d'où je parle, donc le labo de l'ESS, c'est un peu comme le Shift Project, on est un think tank. Et nous, la spécificité, c'est qu'on est dédié à un secteur, enfin, à une forme d'économie qui est l'économie sociale et solidaire. Vous êtes nombreux et donc peut-être qu'une partie d'entre vous ne sait pas ce que c'est que l'économie sociale et solidaire. Donc, en quelques mots, l'économie sociale et solidaire, c'est un mode d'entreprendre spécifique qui est reconnu dans la loi depuis 2014, mais qui tire ses racines d'initiatives qui lui préexistent largement à cette loi et qui sont caractérisées par trois principaux principes. C'est d'abord un but autre que le partage de bénéfices, une gouvernance démocratique, c'est-à-dire une gouvernance où ce n'est pas celles et ceux qui apportent le plus de capital qui ont le pouvoir de décision sur le projet, et une lucrativité limitée, c'est-à-dire notamment le fait que la majorité des bénéfices qui sont dégagés par les activités sont réinvestis dans l'entreprise. Donc, on se concentre sur ces structures de l'économie sociale et solidaire et on organise au labo de l'ESS des travaux sur différentes thématiques pour voir comment ces structures de l'économie sociale et solidaire contribuent à répondre aux grands enjeux de notre société. Et c'est vrai que dans les dernières années, on a mis particulièrement l'accent sur les questions de transition écologique et notamment à travers une étude qui est sortie là au mois de mars sur la transition écologique juste. Qui est une étude qu'on a menée avec la Fondation de France et un groupe de travail présidé par Pascal Brice, qui visait deux choses. D'une part, après une analyse qui amenait ces éléments de définition à définir ce que c'est qu'une transition écologique juste, et ensuite montrer comment concrètement les structures de l'économie sociale et solidaire répondent à cette transition, en tout cas contribuent à la réponse à cette transition écologique juste, à cet enjeu de transition écologique juste. Et parmi les besoins qu'on avait identifiés, il y avait le besoin d'emploi et de travail, donc ce qui câble avec le sujet d'aujourd'hui. Simplement pour vous donner la définition de transition écologique juste qu'on propose, pour vous donner aussi un petit peu de compréhension de ensuite ce dont je vais expliquer. Pour nous, la transition écologique juste, c'est une transformation qui est radicale et démocratique, une transformation radicale et démocratique de notre société qui vise à assurer la soutenabilité écologique de cette société,
et d'autre part, une réponse digne et suffisante aux besoins de toutes et de tous et l'émancipation de chacun et de chacune. Donc pour nous, bien sûr, il y a la transition écologique, mais pour qu'elle soit juste, il faut non seulement que tout le monde voit ses besoins couverts, ça c'est nécessaire, notamment le besoin d'accès à l'emploi, j'y reviendrai, mais c'est aussi, un peu dans la lignée des penseurs comme Amartya Sen, c'est aussi développer la liberté et le pouvoir d'agir des personnes. Donc sur les questions d'emploi plus spécifiquement, j'ai essayé de lister quelques messages principaux, le temps m'étant compté, comme pour tous les intervenants. D'abord, c'est celui de ne pas oublier, en fait, tout bêtement, de prendre en compte l'économie sociale et solidaire dans la transition des emplois, parce que quand on pense transition des emplois et transition écologique, on se dit, on pense très vite grandes industries qui vont être percutées de plein fouet par le changement d'économie. L'économie sociale et solidaire, c'est 200 000 structures employeuses en France, c'est 14% de l'emploi privé. Et c'est 10% du PIB. Donc voilà, il y a des structures et parmi ces structures-là, beaucoup sont engagés dans la transition écologique déjà. On a un certain nombre de secteurs dans lesquels l'économie sociale et solidaire a été pionnière, notamment parce que le reste de l'économie l'investissait assez peu parce qu'elle était jugée assez peu rentable. Je pense notamment au secteur du réemploi. Vous connaissez tous et toutes, je pense, les ressourceries, les recycleries. Il y a aussi des initiatives de l'économie sociale et solidaire de longue date dans la transition énergétique. Je pense par exemple à Enercoop et à toutes les communautés énergétiques citoyennes locales. On peut penser à l'agriculture et l'alimentation durable aussi avec tout un nombre d'initiatives. Et ces initiatives, pour nous, de prime abord, elles ont un intérêt pour la transition écologique juste d'une part parce que dans une économie qui a tendance à créer des besoins plus qu'à y répondre, ou en tout cas à créer des besoins pour y répondre, et générer du profit, elle, à contrario, l'objectif de se centrer sur l'utilité sociale et de soumettre le projet économique et l'activité économique à un but d'utilité sociale. Elle est ancrée localement, j'y reviendrai, et son principe de lucrativité limitée l'éloigne un petit peu de la tendance spéculative et accumulative de l'économie. Puis sa gouvernance démocratique lui permet aussi de faire avec, c'est-à-dire d'intégrer l'ensemble des parties prenantes, internes et externes au projet, dans la réalisation de ses activités. Donc, prendre en compte l'économie sociale et solidaire et ses apports globaux à la transition écologique juste, mais aussi prendre en compte ses apports plus spécifiques sur l'emploi. Et là, sur notre étude sur la transition écologique juste, on en a identifié 3 types de structures. C'est loin d'être exhaustif. C'est les structures d'insertion par l'activité économique, par exemple des jardins d'insertion, des ateliers de réparation vélo. On voit qu'on câble bien avec les grands secteurs qu'on a évoqués. Les ateliers de réemploi type Emmaüs, etc. À la fin, désolé. Mais... Ah, pardon. Et juste pour citer simplement, territoire zéro chômeur aussi, l'expérimentation territoire zéro chômeur. Et puis les structures qui visent à créer des activités aussi et permettre leur accès à des personnes en situation de précarité. Donc le mot de conclusion, je pense, c'est notamment l'expérimentation territoire zéro chômeur. Elle montre qu'il y a un besoin de se reposer la question de l'emploi à l'échelle territoriale et de faire du projet d'emploi un projet territorial qui est câblé avec le projet de transition écologique plus global. Voilà. Super, Florian. Merci. Et donc, pour clore cette partie sur le travail et l'emploi, puisqu'après, on va aborder une autre thématique, j'avais besoin de Julien Vidal pour qu'il nous parle du sens, le sens au travail. Alors, on l'a déjà abordé. On a parlé de justice, on a parlé de conditions de travail, on a parlé de faire attention à la pénibilité pour rendre attractifs les métiers. Et maintenant, est-ce qu'il y aurait du sens à trouver dans cet emploi ? Merci de me donner la parole. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis assez impressionné par l'enchaînement des prises de parole et votre capacité à maintenir un timing avec la densité des propos qui sont tenus depuis le début. Donc, bravo pour toute cette organisation et d'arriver à tenir autant de personnes, aussi de participants avec nous. C'est assez ambitieux et vous y arrivez brillamment. Bravo. Je suis d'autant plus heureux de parler de ces sujets qu'on en parle en fait assez rarement. Et là, on vient de voir plusieurs semaines défiler où on aurait pu parler avec ambition des questions de l'emploi en le regardant droit dans les yeux des enjeux de notre siècle. Et malheureusement, à part tourner autour de l'allongement ou pas de notre retraite, on n'a malheureusement pas réussi à se mettre à la hauteur. Ça a été sur certains médias fait, mais je pense que la question de l'emploi et de son sens, notamment, elle est centrale au moment où on se dit qu'on doit complètement donner un autre sens à notre société.
et notre emploi, qui a été là actuellement, je dirais, notre prison, puisque on a réussi à faire en sorte que tout le vivant soit une ressource pour générer du profit, et nous faisons partie du vivant. Nous avons rejoint malheureusement cette case des ressources humaines. On peut aujourd'hui l'utiliser différemment. Ça fait depuis 3 ans que je donne la parole à des personnes qui font ces supposés métiers de demain, qui en réalité existent déjà largement aujourd'hui dans le podcast 2030 Glorieuse. Et je me rends compte à quel point, comme Noémie l'a mentionné à de nombreuses reprises, on fait vraiment face à une bataille des imaginaires sur cette question des emplois et sur cette question de sens qu'on pourrait donner à l'emploi. Je ne reviendrai pas sur les plusieurs chiffres, tendances, enquêtes, rapports, qui montrent à quel point de plus en plus de Françaises et de Français, mais en réalité de plus en plus de personnes dans les pays notamment dits occidentalisés, se posent la question de leur emploi. Je crois qu'on a vu la génération de nos parents, ou en tout cas la génération de mes parents, qui a été un peu sacrifiée sur cette autel de la promesse de travailler plus pour gagner plus, pour finalement remplir plus ses étagères et sa maison et sa vie, pour finalement en réalité se poser la question de l'intérêt de ce remplissage permanent. Aujourd'hui, nous, les générations d'après, j'ai l'impression qu'on a l'opportunité de plus en plus de se poser la question, de se reposer la question de quel sens pour nos emplois. Et donc, que ce soit quiet quitting, burn-out, bore-out, et mon fils qui se pose la question de venir avec nous. Tu t'en vas, s'il te plaît. Excusez-moi pour cette intervention, puisque le sens à l'emploi, jusqu'à 19h43, c'est pas évident de l'avoir avec une vie de famille. Et donc, on voit à quel point on se pose cette question du sens, et c'est en vérité quelque chose d'assez salutaire. On parle souvent d'éco-anxiété. Je pense qu'on devrait en réalité plutôt parler d'éco-éveil, d'éco-sensibilité, pour justement décrire notre capacité à faire en sorte que notre vie, et donc une partie aussi de notre vie étant largement liée aux questions professionnelles à notre époque, aille dans un autre sens. J'ai sorti un livre, Mon métier aura du sens, il y a 1 mois maintenant, pour poser la question du sens et montrer qu'en réalité, on risquait de se prendre les pieds dans le tapis si on se limitait justement à la décroissance de notre empreinte carbone ou de la destruction du vivant, puisque finalement, on continuerait à rester dans le sillon de la croissance économique, même si on se poserait la question de comment simplement les limiter. Je pense que nos emplois peuvent être, et c'est ce que j'ai vu avec les nombreuses personnes que je continue à interviewer dans ce podcast, à quel point en réalité notre métier il peut être à la source de nombreuses nouvelles abondances, des abondances qui ne seraient pas qu'en l'occurrence économiques, mais plurielles, de solidarité, de régénération du vivant, de créativité, d'humour, d'amour. On pourrait les qualifier comme on veut, à nous de remplacer le PIB, le PNB par plein d'autres indicateurs qui nous permettraient de laisser le monde dans un meilleur état que celui qu'on l'a trouvé. En tout cas, je constate à quel point aujourd'hui on a un vrai besoin, et je terminerai en disant ça, et un désir de la part des personnes qui sont, elles, prescriptrices et qui orientent, que ce soit dans les reconversions professionnelles, mais aussi en réalité dans tout le long du cursus éducatif. J'ai eu des centaines de témoignages de personnes qui travaillent à l'orientation et qui me disent être complètement sèches au moment d'orienter les jeunes et de répondre à leurs attentes sur vers quel emploi me tourner pour justement adresser des enjeux écologiques et solidaires. Et finalement, cette question du sens à l'emploi, elle me semble être un réveil, un sursaut intéressant, pour se dire qu'on n'a pas simplement envie de moins détruire le monde, de moins niquer la planète, pour le dire un peu brusquement, mais au contraire de participer à l'émerveillement et à tous ces nouveaux mondes qui nous attendent et qui en réalité sont déjà là, mais qui malheureusement aujourd'hui continuent à lutter contre le fracas de celui qui est en train de s'effondrer. Et je vous laisse la parole. Merci encore. Merci beaucoup, Julien. Merci pour ta présentation. Et on a parlé, tout à l'heure, Noémie parlait de défis individuels et collectifs. Et il y a beaucoup de gens qui ont rebondi sur la place de l'entreprise. Et ça tombe bien, puisque ça va être au tour de Clément d'intervenir pour le MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes, puisque l'entreprise est centrale dans ces changements. Alors, à toi, Clément, comment elle est abordée, cette question de la transformation bas carbone ? Déjà, merci beaucoup pour ce temps de parole. Et c'est vrai que le sujet est vraiment super intéressant et il y a des enjeux qui sont très, très forts. Et au niveau aussi donc, des entreprises, donc relever les défis et accompagner le changement, c'est une question d'acteurs, d'arriver à embarquer tout le monde. Donc, bien évidemment, il y a
les citoyens qui sont liés avec les ménages qui ont un rôle justement dans ces buts de transition. Il y a aussi donc l'État et les institutions qui ont, elles, plutôt pour rôle de donner un peu le cadre réglementaire, commun, un peu la feuille de route. Et puis, il y a bien évidemment aussi les activités économiques, donc ça regroupe les associations et donc les entreprises. Et il y a un levier fort donc, aux entreprises aussi d'être d'avoir aussi leur rôle dans ces enjeux de transition. Et ce qu'on voit qui est vraiment très important dans en tout cas l'accompagnement et de comment engager les entreprises, c'est en fait déjà de traduire les enjeux. Et c'est très complexe, ça a été régulièrement dit depuis le début de ce webinaire. Ce sont des enjeux très durs à appréhender et très systémiques. Donc, du coup, il y a vraiment un but de vulgarisation, de synthétisation et de l'appréhender justement à des échelles qui sont spécifiques aux entreprises. Donc, pour cela, il y a déjà un peu le diagnostic donc, à poser. Donc, évidemment, les enjeux de transition, ils sont différents selon les secteurs d'activité. Si on est plutôt sur des secteurs industriels ou plutôt des métiers de service, donc c'est déjà un gros enjeu. Il y a aussi des enjeux liés à la taille des entreprises où vraiment les enjeux sont très disparates. Entre une grande entreprise qui, sur les enjeux vraiment de transition écologique, a pu internaliser les compétences, généralement avec des postes qui sont vraiment associés, qui est beaucoup moins le cas pour les TPE et les PME, qui justement ont des profils plus sur ces sujets-là. Les entreprises n'ont pas forcément quelqu'un de spécifique à une thématique ou un sujet. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir accompagner. Et dans ces enjeux d'accompagnement, il y a donc bien sûr de pouvoir agir collectivement en faisant des programmes, des différents dispositifs. Il y a aussi des aides de financement, la mise en réseau avec différents experts sur différents sujets et pouvoir en fait décliner ça sur une approche individualisée. Et donc, l'approche individualisée, pour vraiment mobiliser les entreprises, c'est de savoir conjuguer entre une solution technique et également viable économiquement pour pouvoir pérenniser l'activité d'une entreprise. Mais ce à quoi doit être ce projet indissociable, c'est avec les notions environnementales et sociales, ce qui se dessine aujourd'hui, qui caractérise un peu la RSE. Et la RSE, c'est d'avoir cette approche de compromis de tous ces éléments et de pouvoir anticiper les prochaines évolutions et être plus résilient notamment aux changements et aux impacts. Et ça, c'est un levier important quand on parle de transition écologique au niveau des entreprises. Qu'est-ce que c'est ces impacts? Et ces impacts, on peut dire qu'il y a un peu deux grands types. Il y a un type qui est plutôt direct, qui est la transition écologique et les conséquences directes. Donc, ça peut être des sécheresses, des inondations, c'est tous ces éléments-là. Mais ce qu'on voit actuellement aussi, qu'il y a un gros enjeu pour les entreprises, c'est plutôt aussi les enjeux, les impacts liés à la transition, et qui sont donc les impacts indirects de tous les enjeux de l'environnement. Et si on prend juste à titre d'exemple, toute activité économique repose sur des ressources, quelles qu'elles soient, donc en termes de matière, d'énergie, d'eau, et puis ce à quoi pourrait s'ajouter, et que je trouve que ce serait important de mettre plus en avant, c'est aussi la biodiversité. Et donc, jusqu'à présent, le modèle économique et d'activité repose essentiellement sur des ressources avec un prix, voire pas du tout pris en compte dans le fait de pouvoir produire. Et ce à quoi maintenant les évolutions amèneront à avoir un changement radical sur ces sujets qui doivent être pris en compte dans les modèles de production, mais aussi de consommation, et avec cette logique aussi économie circulaire de pouvoir valoriser. Donc, d'où les enjeux de sobriété et d'efficacité, mais aussi d'innovation. Et à ce niveau-là, justement, c'est pouvoir de mettre en place des projets qui permettent de pouvoir faire avancer sur ces thématiques-là. Par exemple, la mise en place d'énergie renouvelable sur des sites industriels, c'est un exemple, mais il y a aussi la transformation potentielle des modèles et des métiers. Et donc, pour les entreprises, l'enjeu, c'est pouvoir aussi prioriser à des secteurs vraiment qui sont liés avec leur secteur. Donc, par exemple, les mobilités, l'énergie, les bâtiments, pouvoir se tracer une feuille de route. Et en fait, ce qui est vraiment très important, c'est de pouvoir rassembler toutes les compétences d'une entreprise pour que non seulement ces compétences soient internalisées au sein d'une entreprise, mais qu'elles soient aussi acteurs elles-mêmes de la transformation des compétences sur des secteurs d'activité. Donc voilà, je vous remercie pour ce temps de parole. Super, merci Clément.
Et alors, on va enchaîner avec Anne Lecor, qui est cofondatrice du Printemps écologique. Donc, pour information, c'est une association et confédération syndicale qui traite des sujets de transformation du monde du travail liés forcément aux enjeux climatiques. À toi, Anne. Oui, bonsoir. Alors, du coup, c'était très intéressant tous ces éléments sur l'emploi et comment est-ce qu'il va se transformer. Et effectivement, il va se transformer, c'est déjà le cas. J'aimerais bien revenir sur cette question de, en fait, comment est-ce que concrètement on va agir aussi, à la fois dans les entreprises et au niveau secteur. En fait, Printemps écologique, c'est un syndicat de salariés. Et donc, nous, notre objectif, c'est d'accompagner la redirection écologique des entreprises pour essayer de les faire atterrir dans les limites planètaires. Ça, c'est le grand objectif. Et comment est-ce qu'on compte faire ça? C'est notamment via le levier social, du dialogue social et de la négociation collective qui cadre finalement les conditions de travail, le travail et aussi les compétences et l'emploi. Pourquoi est-ce qu'on utilise l'outil syndical? C'est parce que en fait, c'est un moyen d'action collectif qui va regrouper les salariés qui sont quand même les premiers concernés par les changements à venir à la fois dans leur entreprise, mais aussi dans leur secteur. On parlait, c'est aussi les premiers concernés parce que c'est aussi ceux qui ont la connaissance et la légitimité de parler d'évolution de leur métier c'est eux les mieux placés finalement. Donc nous, ce qu'on fait au Printemps écologique, c'est qu'on agit notamment dans l'entreprise en accompagnant les salariés qui veulent s'engager sur ces questions-là. Parce que quand on est dans l'entreprise engagée syndicalement en tant que représentant du personnel, notamment dans le CSE, c'est un peu être au cœur de la machine de l'entreprise pour avoir une visibilité à 360 sur sa stratégie. Et c'est en fait, depuis la loi climat et résilience, aussi un levier d'action pour venir questionner les impacts environnementaux de l'entreprise, en intégrant également aussi les notions de formation, parce que c'est aussi un des sujets de la négociation collective. En fait, l'emploi et les compétences sont un des aspects qui vont être l'un des sujets du dialogue social en entreprise. Alors, comment on fait ça? On fait ça de façon c'est très différente d'une entreprise à l'autre, d'un salarié engagé à l'autre, mais on va accompagner sur le salarié, celui qui a envie de se présenter aux élections professionnelles, celui qui aussi va être celui et celle qui va être dans le CSE et qui va pouvoir donner des avis et essayer d'enclencher une transformation un peu plus rapide de son entreprise. On a sorti, notamment avec le soutien de l'ANACT, qui est représenté ici ce soir par Vincent, une boîte à outils des CSE pour la transformation écologique des PME, avec tout un ensemble d'éléments pour permettre de négocier des accords qui vont dans le sens de cette redirection écologique et donc dans le sens d'une vision de l'emploi et des compétences qui va qui s'intègre dans cette redirection écologique. Donc, on essaye aussi également d'encourager la transformation des pratiques professionnelles des salariés quand c'est possible, potentiellement sur des métiers qui vont évoluer, mais aussi sur des métiers qui vont potentiellement disparaître. Voilà. Je voulais aussi parler de la loi climat et résilience, qui ouvre une porte pour le dialogue social, qui va devenir un dialogue social et environnemental. Les syndicats vont devenir vraiment vont intégrer la question environnementale dans leurs prérogatives, ce qui va permettre de venir questionner en fait les grandes évolutions de l'emploi, alors au niveau de l'entreprise certes, mais au niveau sectoriel. Aujourd'hui, on voit notamment que les transformations de l'emploi sont vues de façon assez monolithique d'un secteur à l'autre et qu'on n'envisage pas les mutations des emplois, que ce soit en croissance, en décroissance. Et donc, il y a très peu de ponts, notamment au niveau de la formation, qui sont faits pour anticiper ces changements. Un autre élément qui est très intéressant et que nous, on a essayé d'amener un maximum, c'est aussi avertir sur à la fois les reconversions qui sont inévitables et également décorréler en quelque sorte l'emploi de la personne. C'est-à-dire que souvent, il y a une défense à tout prix de l'emploi, alors que ce qu'il faut faire, c'est défendre d'abord et accompagner les salariés. Évidemment, l'emploi va évoluer,
Mais il y a un vrai sujet à d'abord prendre l'individu, la personne, en compte avant de prendre l'ensemble de son, juste la notion, la vision très comptable de son emploi. Voilà, il y a également toute la partie finalement conditions de travail qui sont extrêmement importantes. Aujourd'hui, on voit que certains emplois à l'extérieur, notamment, vont subir une dégradation forte des conditions de travail. Et donc, ça suppose de prendre en compte ces évolutions-là aussi dans les plans qui vont être négociés à la fois dans l'entreprise et au niveau sectoriel par les syndicats et avec les employeurs. Merci Anne. Merci beaucoup. C'est la sanction. En plus, c'est la sanction aussi pour Clément, pour le MEDEF, parce qu'il y a quelqu'un dans la question-réponse qui me dit on n'a pas parlé de l'éco-conception alors que tu devais en parler. Mais c'est le jeu des 5 minutes, donc ça sera tout le travail du support qui servira à continuer à enrichir les 5 minutes que vous avez eues. Merci beaucoup. Par le temps, on a… Ouais, bon, tant pis. Voilà, ce sera pour la prochaine fois, Clément. L'éco-conception, mais on y avait pensé, on l'avait préparé dans ce sens. Et puis, on a parlé juste, la dernière phrase de Anne, ça parle des secteurs, et on tourne autour de l'attractivité, de la pénibilité, et c'est notamment un secteur qu'on voulait mettre en avant avec Jonathan de l'Institut Négawatt. Jonathan, c'est à toi. Et on s'excuse par avance pour nos participantes et participants. On va avoir 5 minutes de débordement. Voilà, on a fait ce qu'on a pu pour tenir le timing, mais restez avec nous jusqu'au bout. Oui, bonsoir. Merci beaucoup, Delphine. Tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation des shifters et particulièrement Delphine, effectivement, pour participer à ce webinaire ce soir sur la nécessité de réfléchir aujourd'hui aux emplois qui feront, on va dire, notre demain, et plus particulièrement les emplois et les montées en compétences dans le secteur du bâtiment, secteur dont je vais vous parler ce soir. Donc, je suis Jonathan Varve et je suis chef de projet emploi compétences de la rénovation des bâtiments à l'Institut Négawatt, qui est une entreprise de conseil en transition énergétique et d'accompagnement des collectivités territoriales. Donc, étant donné qu'il s'agit de présenter ici des actions et des solutions pour réussir la transformation bas carbone de l'emploi, je vais vous présenter ce qu'on est justement en train de développer en interne. Il s'agit d'un outil numérique où on est parti du constat qu'il n'existe pas d'outil numérique justement à ce jour qui existe et qui permet de consolider un scénario de rénovation performante du parc de bâtiments, territoire par territoire en France métropolitaine, qui permettent d'en tirer des besoins en emploi et compétences à un horizon de temps 2050 et qui puissent ensuite reboucler avec les emplois et les formations qui existent à ce jour sur ce même territoire. On travaille aujourd'hui sur un tel outil et c'est pourquoi on travaille dessus pour répondre à cette problématique. Et je peux d'abord vous donner peut-être quelques éléments de réponse que je vais vous fournir à travers un rapport à la suite de ce webinaire, une étude qui a été menée par Philippe Thirion sur les emplois associés au scénario Négawatt et notamment au secteur de la rénovation performante. Et donc, je vous apporterai ce document également pour que vous puissiez avoir quelques chiffres en tête sur les emplois que la rénovation performance et globale des bâtiments peut générer. En 3-4 points, pour construire cet outil, on part de plusieurs constats pour construire notre raisonnement. Le premier, il est tout simple, il est, on va dire, juridique et réglementaire, c'est le code de l'énergie, puisque le code de l'énergie nous impose aujourd'hui de disposer d'un parc immobilier dont l'ensemble des bâtiments est rénové aux normes BBC ou assimilées, BBC bâtiments basse consommation, et ce, à un horizon de temps 2050 en moyenne nationale. En moyenne nationale a toute son importance ici, puisque ça veut dire que tous les bâtiments individuellement ne seront pas rénovés à une classe énergétique A ou B, mais qu'en moyenne nationale, sur les territoires, nous obtiendrons effectivement un ensemble de bâtis qui sera aux normes BBC rénovation. D'où l'importance aujourd'hui de massifier les rénovations performantes pour répondre à cet objectif national. Et qui dit massifier les rénovations performantes impacte et implique le constat de limiter, comme Yannick en parlait effectivement tout à l'heure, la dynamique de la construction neuve côté bâtiment pour des questions effectivement de zéro artificialisation des sols,
mais aussi d'énergie grise dans les bâtiments et tant d'autres raisons. Et donc aujourd'hui, plusieurs idées convergent pour avoir un plan de transfert des emplois, justement, de la construction neuve vers la rénovation des bâtiments. Sauf que faire ce constat, ce n'est pas si évident que ça, puisqu'il ne s'agit pas forcément des mêmes pratiques et des mêmes compétences entre les constructeurs de maisons individuelles et les artisans en rénovation. Tout comme il ne s'agit pas forcément des mêmes compétences non plus et des mêmes entreprises entre la rénovation de maisons individuelles ou de petits logements collectifs que des compétences et des artisans de rénovation de grands collectifs ou de petits tertiaires. Et donc, on voit bien que cette question d'adéquation des compétences est clé ici pour passer d'un secteur de la rénovation à la construction, de la construction à la rénovation ou même à l'intérieur de la rénovation elle-même. Et donc, il faut pouvoir anticiper cette montée en compétences. Donc, juste quelques chiffres pour vous montrer l'ampleur, on va dire, la tâche à réaliser. C'est qu'on a aujourd'hui 8 millions de maisons individuelles d'avant 1975 qui sont à rénover. Si on les rénove d'ici en 20-25 ans, pour respecter l'horizon 2050, ça nous fait environ 350 000 maisons individuelles à rénover par an. 350 000, si on prend des groupements d'artisans qui peuvent les rénover, qui en rénovent 10 à 15 par an, on se retrouve avec 25 000 groupements nécessaires par an. Or, aujourd'hui, on n'est qu'à une centaine, et encore. Une centaine pour 25 000 par an, voilà, le gap est important. Et on ne parle que d'un quart du parc de logement à ce jour, d'où l'ampleur. Et également, la transformation bas carbone des emplois, c'est pas seulement réinventer les métiers de menuisier, de plaquiste ou d'électricien, mais c'est essayer de les entendre de manière globale, collective, en travaillant avec des groupements d'artisans en chantier, en créant un maillage fort de compétences pour qu'ils se retrouvent sur le chantier pour travailler ensemble. C'est plutôt ça l'objectif aujourd'hui. Donc voilà, donc comme je vous disais, le temps est imparti, l'outil est aujourd'hui en cours de construction. Et donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez venir me voir et je répondrai avec plaisir à vos questions. Merci beaucoup. Merci Jonathan et merci pour ce focus sur un secteur puisque ça fait écho à l'introduction qu'avait fait Yannick sur la rénovation du bâtiment. Et on termine cette table ronde en parlant de formation parce que on l'a abordé en filigrane tout du long. C'était l'objet de l'introduction. Ça a été aussi ce que Noémie a mis. On parle de reconversion, de mobilité. Mais est-ce qu'il faut tous se former? Et c'est pour introduire ma dernière intervenante, Stéphanie Lançon, d'École centrale de Lyon. Alors vous, quels sont vos impacts sur la formation et comment vous voulez former les nouveaux talents de demain? Bonjour à tous. Alors, je vais essayer d'être très synthétique puisque je vois qu'on a un petit peu dépassé le temps. Vous m'entendez bien? C'est tout bon parce que j'ai des problèmes de son début de webinaire. Alors, je vais essayer de vous présenter effectivement quelques éléments sur l'apport de l'École centrale en tant qu'école d'ingénieurs face à cette problématique d'accompagnement de la transformation de la société sur les questions des grandes transitions. Alors, je voudrais évoquer 3 points et je crois que je passerai très vite sur le premier pour me concentrer sur les 2 derniers. Le premier concerne notre approche pédagogique pour former des ingénieurs généralistes, puisque nous sommes une grande école d'ingénieurs, nous formons des ingénieurs généralistes, autour d'un mot-clé qui est l'approche systémique. On a beaucoup parlé de système et de systémie au cours de ce webinaire, et c'est notre cœur de formation. Le deuxième point, ça concerne plutôt la méthode pour mettre au point de nouvelles formations. On a parlé de métiers qui n'existent peut-être pas encore. Quelle est notre méthode pour mettre au point de nouvelles formations? Et avec là, pour le coup, un mot-clé qui est la co-construction territoriale. Et enfin, le troisième point, c'est comment on peut démultiplier notre impact en tant qu'école d'ingénieurs. Et là, je parlerai de la formation des cadres dirigeants du privé et du public autour d'un autre mot-clé cette fois-ci, qui est la transdisciplinarité. Alors, pour aller peut-être assez vite sur la formation initiale et comment on forme des ingénieurs généralistes autour de l'approche systémique, ce que je voudrais peut-être simplement dire, c'est que nous formons les futurs cadres des entreprises, ceux qui vont accompagner les transformations de demain et accompagner les salariés aussi dans les reconversions. Vous avez beaucoup parlé de reconversions qui seront à envisager. Nos ingénieurs généralistes, on les forme à résoudre des problèmes complexes. On a eu pas mal de chiffres en introduction, on a vu qu'il y avait des schémas qui étaient compliqués. Donc, on les forme à résoudre des problèmes complexes avec une approche systémique. Mais aussi dans le référentiel de compétences que nous avons mis au point avec le groupe des écoles centrales, outre la résolution de problèmes complexes, on parle aussi de management de façon éthique et responsable, c'est-à-dire comment on accompagne
comment on prend en compte les conditions de travail, l'insécurité, l'inquiétude qu'il peut y avoir quand on est en phase de transformation d'une activité ou d'un secteur dans son ensemble. Autre compétence aussi que l'on met en avant, c'est l'élaboration et le déploiement d'une vision stratégique. Et je pense que cette vision stratégique, c'est important aussi de l'avoir en entreprise pour arriver à embarquer toutes ces parties prenantes, que ce soit ses salariés, que ce soit ses fournisseurs, que ce soit l'ensemble d'une filière, que ce soit la société dans son ensemble. Et ce portfolio de compétences, on a plusieurs niveaux. De débutants quand ils arrivent chez nous jusqu'à experts. Ils ne sont pas experts quand ils sortent de nos formations. Et donc, l'objectif, c'est aussi de les accompagner dans leur trajectoire. On est sur un ton un petit peu long, peut-être par rapport à l'urgence écologique, mais aussi comment on les accompagne. Je reviendrai sur ce point dans mon dernier propos. Parallèlement à cette formation systémique, on a mis en place à la rentrée 2022 un cours obligatoire pour l'ensemble des premières années qui arrivent sur notre campus sur les limites planétaires. L'idée, c'est que tous nos diplômés qui sortent aient des connaissances de base sur ces limites planétaires et sur ces questions fondamentales de défis de transition écologique. En un des deux, on souhaite les former sur tout ce qui est bilan carbone, qui est une des données essentielles pour les entreprises. Il y en a les trois, quand ils auront fait des stages, quand ils seront déjà passés en entreprise, l'idée, c'est de les faire réfléchir sur comment on agit justement au sein des organisations. On a parlé de gouvernance, comment on peut avoir un impact au sein des entreprises en tant qu'ingénieur. Ça, c'est mon premier point, donc l'approche systémique sur la formation initiale. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est la question de méthode pour créer de nouvelles formations. Et cette méthode, on en a beaucoup parlé, de la notion de coopération, de co-construction au niveau territorial. Alors, je fais un tout petit retour en arrière et je vois que j'ai déjà plus qu'une minute pour finir. On a créé donc un collège d'ingénierie avec 3 autres écoles d'ingénieurs, l'INSA, le NTPA et les mines de Saint-Étienne, et avec un objectif qui est de construire un bachelor en commun entre ces 3 écoles, ces 4 écoles d'ingénieurs, qui relèvent de 3 ministères différents. Et pour le faire, on est en partenariat avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui entend développer donc le secteur de l'ingénierie et qui nous cofinance un diagnostic territorial. Et ce diagnostic territorial, nous allons le construire avec les entreprises, avec les filières et avec les bassins d'emploi de proximité sur notre territoire. Et on tient beaucoup, vous avez parlé de scénarios, de diagnostic, d'anticipation pour construire des bachelors qui répondent vraiment à la demande des nouveaux emplois dans les secteurs auprès de nos territoires de proximité. Et le troisième dernier point que je voulais aborder, c'est la question de transdisciplinarité et de formation continue des cadres actuels et des dirigeants actuels des entreprises, qui pour le coup n'ont pas été formés ou trop peu sur ces questions-là. Et là, nous travaillons avec une autre alliance sur le territoire qui s'appelle le Collège de hautes études de Lyon Sciences, sur des formations qui mélangent l'hybridation de compétences entre des sciences fondamentales avec l'École nationale supérieure de Lyon, avec des sciences de l'ingénieur pour l'École centrale et de Saint-Étienne, avec des sciences agronomiques et vétérinaires avec Vetagro, avec des sciences politiques avec Sciences Po Lyon, avec le droit avec l'Université Lyon 3, le management avec l'École de management de Lyon, et avec les arts aussi, pour tout ce qui est aussi là, au niveau de la culture, avec le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon. Et cette formation transdisciplinaire, il nous semble qu'elle est extrêmement importante. On a parlé les intervenants précédemment de décloisonner, de sortir des silos. Cette transdisciplinarité, c'est pour nous un impact très important au niveau des entreprises pour aller encore plus vite, encore plus loin, et avec un engagement et de la gouvernance et des salariés, avec des nouveaux récits à construire, avec la prise en compte d'enjeux socio-économiques, de questions d'acceptabilité de nouvelles solutions, de désirabilité, ce qui a été un mot qui a été prononcé aussi, mais aussi de faisabilité économique de cette transformation. Et si je reste un moment sur les filières et les formations que nous devons construire, on a besoin... On va arriver à la fin, on a je déjà finis passé juste, d'une minute. et c'est ma dernière phrase. On a besoin de scénarios effectivement pour construire et anticiper les besoins que nous avons. On a aussi besoin de travailler sur un modèle économique de ces formations que l'on doit construire vite et avec l'ensemble des acteurs. Merci. Merci beaucoup, Stéphanie. C'était un pari de prendre 5 minutes. La prochaine fois, on prendra beaucoup plus de temps puisqu'il y a eu beaucoup d'interactions. C'était très intéressant. 1 minute pour clore ce webinaire. Merci
à toutes et tous, à tous mes intervenants, parce que les 5 minutes, ce n'est pas facile et ça a été véritablement bien respecté. Donc, merci à vous pour la qualité de vos présentations. Merci Yannick et Noémie pour m'avoir accompagné et aidé dans la préparation de ce webinaire, ainsi que Clément, mon maître du temps, qui a été parfait pour rythmer ce webinaire et le pari d'avoir autant d'interventions. Un grand merci aussi aux équipes des shifters et du Shift Project qui nous ont aidés dans la communication et la réalisation de ce webinaire. Clin d'œil à Emma et à Guillaume Marion des Shifters de Lyon pour son appui et son soutien. Un grand merci à tous, à toutes, chères participantes, chers participants. On va récupérer toutes vos questions qui n'ont pas pu être traitées au cours de ce webinaire et on va l'enrichir, le support qui vous sera transmis avec tous les rapports qu'on vous a parlé, toutes les choses que l'ensemble des intervenants vont avoir envie de communiquer avec vous et on va répondre à vos questions à froid en vous apportant le maximum d'éléments et on promet quelque chose sur l'éco-conception. Il n'y a pas de problème. Un grand merci à toutes et tous, une excellente soirée, à très vite. À bientôt et n'oubliez pas de remplir le questionnaire quand on vous enverra le support et la présentation. Excellente soirée à tous. Et un grand merci à Delphine pour l'organisation. Merci encore. Merci. C'est le talent, c'est le talent. Excellente soirée.